J'arrive pas. Ça tient pas. C'est bon. Bonjour. Donc je vais vous parler de finances durables. En l'occurrence, je préférais vous parler de finances au service d'une économie durable et responsable. Et je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faut le construire. Et c'est de ça dont on va essayer de parler ensemble. Alors, je vais m'exprimer alternativement en tant que directeur général d'Ostrom Asset Management et ou vice-président de l'AFG. Donc, pour paraphraser un ancien gouverneur de la Réserve fédérale, si vous arrivez à me suivre, c'est que je me suis mal exprimé. En tout cas, je vais essayer d'être le plus clair possible. Je ne suis pas un adepte du monde d'avant et du monde d'après. Je crois qu'on a un monde qui est en mutation, avec des mutations importantes, et qui fait face à des transitions et qui doit réussir ces transitions. Et finalement, malheureusement, la crise importante sanitaire que nous traversons et qui touche pour la première fois l'ensemble de la population de la planète est un incroyable accélérateur des trends structurels qui étaient déjà présents bien avant et qu'on avait commencé à adresser heureusement, fort heureusement. Alors ces transformations, elles sont, je crois qu'on peut en identifier au moins trois très importantes. La première, elle est bien entendu la transition énergétique qui adresse les sujets environnementaux et climatiques. La transition démographique avec bien entendu vieillissement de la population, mouvement de population et les problématiques notamment d'éducation. Et puis on a les sujets de transition numérique je crois que là on en a un clair exemple de cette accélération que l'on a dans le numérique, et on reviendra sur ces sujets-là, parce que ce sont des sujets majeurs. Et alors juste pour illustrer, et puis ensuite on ira dans le vif du sujet, juste pour illustrer ces accélérations auxquelles on assiste, hein, on n'a qu'à prendre les performances boursières depuis le début de l'année. En dépit de chocs de marché, les indices sont finalement peu représentatifs de la distorsion auquel on assiste, des distorsions auxquelles on assiste, sectorielles, entreprises elles-mêmes. Mais notons quand même qu'on a des entreprises comme Amazon, bien entendu un des gagnants de cette vie à distance, mais même Apple ou Tesla, qui sont en très très forte hausse depuis le début de l'année, alors qu'on a d'autres secteurs qui sont en plus grande difficulté. Je ne dis pas que ces secteurs-là sont tous éligibles sur des critères ESG, je dis simplement que ces transitions-là sont en forte accélération. Alors, si on regarde un petit peu dans le rétroviseur, finalement, ces problématiques ESG, ISR, les financiers les adressent depuis maintenant longtemps. Ça a commencé dans les années 90, début des années 2000, puis ça s'est poursuivi avec la prise en compte des critères ESG un peu partout dans fin des années 2000 et début des années 2010. Et puis désormais, on va vers plus de finances orientées impact. Ça a été discuté dans le débat tout à l'heure. Comment finalement on a un impact positif sur l'environnement, sur le social, sur d'autres sujets et qui sont, on y reviendra aussi, qui sont extrêmement demandés par les épargnants et par la société dans son ensemble. Finalement, au fur et à mesure que la recherche s'étoffe, que l'on obtient de plus en plus de données des entreprises, d'informations des entreprises, que ces données sont disponibles et précises, eh bien, les investisseurs, les gestionnaires d'actifs les intègrent pour nourrir leurs réflexions et leurs décisions d'investissement. Alors, j'en veux pour preuve quelques chiffres. Au niveau de l'AFG, on collecte pas mal de statistiques et de façon annuelle, bien entendu, et même de façon un peu plus fine que cela. Et donc, si on regarde à fin 2019, il y avait quand même, rien qu'en sur le marché français, presque 1900 milliards investis en encours ESG,
dont 546 en ISR, et dont 201 milliards avec le label ISR. Donc ces encours étaient en progression de 32% sur un an. Donc vous voyez que l'accélération que l'on a et que l'on va sans doute avoir devant nous avait déjà de bonnes bases. Ce sont des sujets qui intéressent l'ensemble des épargnants, des investisseurs et des gestionnaires, et ce depuis pas mal de temps. Puis il y en a qui vont un petit peu plus vite, un petit peu plus loin d'ores et déjà, et qui, comme on le disait tout à l'heure, comme ça a été évoqué, je crois notamment par François de Varenne, qui vont un petit peu plus loin dans les domaines de l'impact, et qui font aussi le lien entre le E et le S, c'est-à-dire entre l'environnement et le social, mais le social avec un grand S, notamment au niveau éducation. On a tous en tête les troubles que peuvent amener des souhaits de résoudre des problématiques environnementales et climatiques un peu trop vite. Et si ça ne va pas de pair avec une évolution de l'éducation, on a quelques sujets. On l'a vécu en France il y a à peu près 18 mois. Finalement, ça remet en scène quelque chose que l'on porte à l'AFG depuis de nombreuses années, qui est justement, dans ESG, il n'y a pas que le E, il y a aussi le S et le G, et cet équilibre-là est absolument essentiel. Et je crois que justement, la malheureuse crise sanitaire que l'on vit, que l'on a vécue, que l'on vit, et on verra combien de temps ça durera, et en tant qu'accélérateur peut-être de trends structurels, comme je le disais, mais surtout en tant que prise de conscience de l'ensemble des citoyens, et prise de conscience aussi, sans doute, des politiques. Au sens où, finalement, pour adresser les sujets environnementaux, climatiques, biodiversité, et pour mener à bien cette bataille du E, qu'on doit absolument mener pour la planète, si on n'adresse pas en même temps et on ne mène pas en parallèle les sujets du S et du G, mais beaucoup du S, au sens transition démographique, transition numérique, l'éducation, alors on aura des sujets. Et pourquoi c'est essentiel ? On le vit en ce moment. Je pense que c'est flagrant et ça nous saute à la figure tous, autant que nous sommes, qu'on soit préparés ou pas. Parce que finalement, le lien entre démographie, santé, choc générationnel, on le vit, on l'a devant nous. Et puis les sujets de transition numérique, d'évolution vers beaucoup plus de numérique au service d'eux, on l'a aussi en ce moment, on le vit, et on en a absolument besoin. On a besoin d'investir dans le numérique, donc on a besoin d'investir dans l'éducation en même temps pour pouvoir à minima maintenir une productivité à zéro, c'est pas très ambitieux, mais pour améliorer la productivité et poursuivre les évolutions de la productivité. On en a besoin pour les entreprises, on en a besoin pour la valeur ajoutée de l'ensemble, et dans un monde endetté et vieillissant, on a absolument besoin de valeur ajoutée. Et tout cela se rejoint, je redis, on l'a devant nous. Et je crois que ça nous saute aux yeux et ça nous permet à ce moment-là d'envisager justement un cadre de travail différent. Alors parce que ces accélérations et ce qu'on avait mis en place dans le passé, commencer à mettre en place en tant que gestionnaire d'actifs notamment pour orienter l'épargne qui nous est confiée, les investissements qui nous sont confiés vers plus de E, S et G. Ça va de pair évidemment avec une réglementation. La réglementation a commencé à évoluer il y a déjà pas mal de temps. Elle bouge, j'ai presque envie de dire, chaque année, chaque semestre. Et récemment, elle s'inscrit vraiment dans une dynamique qui devrait à la fois amener encore plus de transparence. On est déjà dans ces sujets-là. Et un cadre de travail qui va permettre de déployer de façon beaucoup plus large ces investissements ESG et pour certains ISR, allant jusqu'à l'ISR. Alors c'est quoi ce cadre réglementaire qui évolue ? Au niveau français,
On a un nouveau référentiel ISR du label ISR qui vient d'être publié. On a une doctrine de l'AMF qui évolue. On a beaucoup travaillé au niveau de l'AFG à contribuer à cette évolution de la doctrine AMF en termes d'ESG, justement, pour pouvoir préciser les choses, aider les épargnants, rendre plus claire la lecture à la fois des prospectus et des investissements et du reporting qui en est fait. Et puis au niveau européen, il y a de nombreux chantiers en cours. Il y a bien entendu la taxonomie, chantier sur les labels, l'écolabel notamment, et puis chantier aussi sur le reporting non financier, parce qu'on a besoin là aussi de cadres. C'est un sujet absolument essentiel. J'y reviendrai dans ma conclusion, mais ce point-là est absolument majeur. Alors le label ISR se renforce, c'est tant mieux. Il renforce les exigences. Vous savez que ce label a été créé en 2016 pour apporter plus de transparence, plus de visibilité aux épargnants. Il a d'ailleurs déjà été attribué à plus de 500 fonds en France, comme je le disais tout à l'heure, qui représentent un peu plus de 200 milliards d'euros au mois de juillet 2020. Donc ce sont des montants qui commencent à être très significatifs. Bon, ce nouveau référentiel, il renforce les exigences, alors notamment en termes de reporting. Il oblige désormais les fonds à apporter la preuve de la qualité des investissements durables qui sont faits, et notamment avec une comparaison permanente par rapport aux indices qui sont en référence. Et la deuxième évolution un peu majeure là-dedans, c'est qu'il nous incite, avant on avait une incitation, désormais on a une obligation, d'engager des actions vis-à-vis des émetteurs, et notamment à travers la politique de vote. Et donc ce point-là est tout à fait important. Ça fait bien longtemps que les sociétés de gestion, dans leur ensemble, participent aux assemblées et votent, mais désormais on va un cran plus loin. Et j'ajoute même d'ailleurs qu'on peut aller un cran plus loin, on le fait déjà. Peut-être que la réglementation nous y incitera à le faire aussi au niveau en tant que porteur obligataire, puisque en tant que porteur de dette, et Dieu sait qu'il y en a de la dette désormais sur la planète finance, en tant que porteur de dette, on a aussi des obligations, je pense, vis-à-vis des entreprises et dans le dialogue que l'on peut avoir avec les entreprises, avec les émetteurs. Donc, d'ailleurs, j'en profite pour souligner que cette évolution du label ISR est la bienvenue. Elle n'est sans doute pas définitive, c'est une première étape. Et chez Ostrom Asset Management, on a pris l'engagement que rapidement, très rapidement, dans les trimestres qui viennent, alors on est pris dans une fusion actuellement, mais très rapidement, en 2021, et peut-être très légèrement au-delà, on aura 100% de notre gamme de fonds ouverts qui seront labellisés ISR. On est parfaitement en ligne avec la politique Natixis et la politique de la Banque Postale Asset Management aussi, en prenant ces engagements-là. Toujours plus de transparence vis-à-vis des investisseurs, toujours plus de transparence vis-à-vis des épargnants. J'ajoute que désormais, d'ailleurs, ce label touchera, à travers cette amélioration et cette transformation du label, touchera aussi les mandats, ce qui est nouveau, puisque les mandats de gestion pourront eux aussi être labellisés. C'est un pas en avant très important. Alors tout ça j'ai envie de vous dire, c'est bien, c'est nécessaire, on avance, on construit depuis longtemps, on est dans une phase d'accélération. Mais ça ne serait pas suffisant et on manquerait peut-être un peu de crédibilité s'il n'y avait pas le sujet entreprise en tant que société de gestion. Et donc, je fais référence là à la politique RSE des sociétés de gestion. Alors, la politique RSE de l'ensemble des entreprises d'ailleurs, mais moi je vous parle plutôt des sociétés de gestion, celles que je connais. Je crois que il est essentiel que désormais, les sociétés de gestion intègrent de plus en plus dans leur politique RSE le fait qu'elles élargissent leur offre d'épargne responsable et durable auprès des investisseurs et auprès des épargnants. On
on ne peut pas imaginer que on ne s'applique pas à soi-même, et d'abord à soi-même, ce qu'on conseille et ce que l'on propose dans nos dialogues avec les émetteurs. Donc c'est un point tout à fait essentiel, mais je crois pouvoir dire que désormais, l'ensemble des entreprises ont une politique RSE qui, de plus en plus, assure cette continuité finalement entre le comportement de l'entreprise, la vie dans l'entreprise, la vie de l'entreprise dans son écosystème et la politique d'épargne qu'elle propose. Et ça, c'est un point absolument essentiel. Pourquoi ? Parce que je crois vraiment, et on le constate tous, je pense que vous le constatez dans votre vie quotidienne, mais cette évolution-là, elle est demandée par les épargnants et investisseurs, elle est demandée par les collaborateurs des entreprises, et elle est demandée par la société dans son ensemble. Donc il y a une accélération là aussi dans la politique RSE des entreprises et la politique RSE notamment des sociétés de gestion. Pas de doute là-dessus. Et d'ailleurs, je souligne que chez Stromaem, pour illustrer, on travaille selon 4 piliers dans cette politique RSE. Très rapidement, agir en investisseur responsable, j'ai envie de dire bien entendu, mais ça reprend les points précédents. Construire une relation durable avec le client, mettre le client au cœur, mais mettre le client au cœur, il faut le décliner totalement, il faut aller loin pour ça. Et puis placer nos collaborateurs au cœur de l'ensemble, les rendre acteurs de notre politique RSE, et puis développer notre impact positif sur la société et sur son environnement. Et donc je crois que si on arrive à couvrir ça au niveau des sociétés de gestion, finalement, l'implémentation dans les investissements que nous pouvons réaliser pour des tiers sera encore plus naturelle. Voilà. Pour conclure un petit peu ces quelques points, je crois que la crise mondiale est très malheureuse sanitaire que nous vivons actuellement est quand même un incroyable accélérateur de prise de conscience. C'est un accélérateur de cette transition économique, sociale et écologique. Alors, de nombreuses initiatives ont fleuri ces derniers mois, ces dernières semaines, mais je crois qu'on peut quand même se dire, construisons sur ce qui a été bâti dans le passé. Je veux dire, on a construit les bases déjà pour adresser les points. Et je crois vraiment que les fonds ESG, les fonds labellisés ISR répondent à cela. Et j'ajoute que le rôle des gestionnaires d'actifs est absolument majeur. Il l'a toujours été, mais il est renforcé, il est désormais encore plus renforcé. Gestionnaire d'actifs, c'est quand même un métier très particulier où on a comme client un épargnant, un investisseur, qu'il soit individuel ou institutionnel, et on prend cette ressource et on l'emploie en investissant et en finançant des entreprises, des États aussi. Donc on a un rôle majeur dans la mise en place et la mise en face-à-face entre l'épargne et l'investissement et le financement des entreprises. Et donc ce rôle-là, en y ajoutant tout ce que j'évoquais précédemment, finalement devient un rôle central, puisqu'il doit nous permettre, nous avons l'opportunité, on l'avait déjà un peu avant, mais on l'a encore plus devant nous maintenant, nous avons l'opportunité finalement, j'ai envie de dire, de remettre en phase le temps financier avec le temps économique. Et le temps économique n'est pas le temps financier. Et le temps économique n'est pas obligatoirement le temps social non plus. Il va falloir faire coïncider l'ensemble. C'est pas simple, il y a beaucoup de risques. On le voit bien, la crise actuelle, la crise sanitaire qui se transforme en crise économique, crise financière, elle n'a duré qu'un mois, tant mieux, mais elle est là, et heureusement que les banques centrales, ça a été dit précédemment, sont venues à la rescousse. Mais cette crise sanitaire et économique, elle est porteur de grands risques sociaux et géopolitiques. Et donc, à nous, n'attendons pas tout des autorités, à nous de jouer notre rôle, à nous de remplir notre rôle, et donc faisons correspondre ce temps financier avec le temps économique.
Pour aller plus loin, je crois qu'on a encore deux sujets importants à traiter. Parce que pour pouvoir avancer, les sociétés de gestion, sur ces sujets ESG, sur ces informations non financières, non normées, aujourd'hui non normées, on a besoin de données harmonisées, standardisées et auditées. Et là-dessus, pour pouvoir travailler ces indicateurs extra-financiers, on a des équipes très spécialisées depuis longtemps, qui sont renforcées désormais un peu partout. On a des gens extrêmement compétents pour cela, mais il faut les alimenter en informations, en données. Et donc je profite de la tribune qui m'est donnée cet après-midi pour lancer un petit peu une alerte là-dessus. L'AFG travaille beaucoup là-dessus. Mais je crois qu'on doit se saisir du sujet parce que modifier, on va le dire comme ça, modifier les circuits de financement des entreprises pour orienter les investissements vers une économie plus durable, je ne crois pas que ce soit totalement sain qu'on le fasse qu'avec des fournisseurs de données qui ne soient pas européens. Et là, on est sur un sujet absolument stratégique, aussi stratégique que les sujets de technologie dont on nous parle quotidiennement. Voilà, donc je lance cet appel-là aux autorités. Je crois que les autorités françaises, parce qu'on fait un gros travail là-dessus, et européennes, on fait un gros travail là-dessus avec Éric Pinon, le président de l'AFG, pour mobiliser tout le monde. Et l'AFG, d'ailleurs, a travaillé récemment sur justement comment on peut élaborer un dialogue avec les entreprises sur justement les besoins, j'ai presque envie de dire basiques, mais standardisés et homogènes d'informations que nous devons recevoir des entreprises. C'est indispensable pour que chacun puisse se forger son opinion. Sinon, les investissements iront tous dans la même direction et tous sur les mêmes entreprises. Et c'est évidemment ce qu'il faut éviter. Il faut toujours éviter ça. Ça, c'est le premier point. Le deuxième sujet, il est qu'on doit adresser. Là aussi, il est en partie dans les mains des autorités. C'est que le temps politique n'est pas obligatoirement le temps économique non plus. Je fais référence à ce que je disais avant. C'est-à-dire qu'il est tout à fait louable qu'on oriente de plus en plus et via la réglementation les investissements verts, on va dire des investissements verts au sens large. Mais il ne faut pas aller trop vite non plus, parce que les entreprises et les appareils de productifs ne sont pas assez malléables pour pouvoir s'adapter chaque trimestre ou chaque semestre. Donc essayons de redonner un peu de temps au temps aussi, et laissons faire les acteurs pour justement orienter les investissements vers des entreprises qui donneront des rendements à la hauteur de ce qu'espèrent les épargnants. Et je partage ce qui a été dit dans le débat aussi tout à l'heure. Je crois que justement les entreprises qui participent à une économie plus durable sont des entreprises qui, sur la durée, sont plus performantes et donc génèrent des rendements pour leurs actionnaires ou même peut-être pour les détenteurs de dette, ou en tout cas moins de risques pour les détenteurs de dette. Et donc, voilà, laissons faire aussi un petit peu les marchés et les intervenants. J'en ai terminé. Si dans le futur vous avez toutes et tous des questions, n'hésitez pas, on les prendra et on essaiera d'y répondre. Et donc je passe la parole maintenant à David Calfon, qui est le CEO de Sanso IS. Et puis, donc je vais l'écouter attentivement, puisque je vois qu'un des sujets est la mission des sociétés de gestion. Donc c'est avec grand plaisir que je l'écouterai. Merci.